rendez-vous de l'agriculture connectée. L'année dernière, nous vous avions proposé un programme qui avait traité en grande partie des questions de production agricole et de lien au numérique, avec notamment la question des données au cœur de la journée. Cette année, nous avons choisi de traiter une approche beaucoup plus liée aux enjeux du numérique dans les filières agricoles et agroalimentaires, en travaillant à la fois sur les enjeux en termes collaboratifs pour les agriculteurs, les enjeux en termes de développement des circuits courts, mais aussi les enjeux en termes de développement plus globalement et de disruption dans les filières. Alors, notre programme est organisé autour de 3 tables rondes. La première traite des questions de liens producteurs-consommateurs et d'enjeux du numérique sur ce lien producteur-consommateur avec un angle circuit court. La deuxième table ronde est organisée et traite de la question de l'enjeu du développement de la technologie blockchain pour les filières agricoles et agroalimentaires. Et la troisième table ronde traite de la question non seulement de l'utilisation du numérique par les agriculteurs, mais de l'appropriation des enjeux et du développement du numérique par les agriculteurs dans un mode évidemment collaboratif. Le fil rouge de cette journée et ce que l'on souhaite voir traité au cours de ces tables rondes, c'est finalement comment est-ce que le numérique peut changer et faire évoluer la chaîne de valeur au sein des filières agricoles et agroalimentaires. C'est un enjeu évidemment à la fois économique dans un moment où on sait les défis économiques et parfois les défis difficiles au plan économique que doivent relever les agriculteurs et les filières agroalimentaires. C'est aussi un enjeu sociologique en termes d'image du métier, en termes de nouvelles pratiques professionnelles. Et c'est bien là l'enjeu et pour nous la spécificité de l'approche que nous voulons développer dans ESA Connect, qui est bien une lecture sciences humaines et sociales, une lecture sociologique et économique de l'évolution de la profession agricole et des métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Au-delà de ces tables rondes, vous aurez un atelier technique qui est organisé par Véligier-Polis et qui suivra la première table ronde. On a aussi organisé cette année des hackathons qui mobilisent les étudiants autour d'un projet d'abribus végétal, autour aussi des filières animales, au-delà du projet et des projets tels qu'ils vont être présentés aujourd'hui. Je pense que ces hackathons marquent bien le fait qu'au-delà de l'événement ESA Connect, eh bien, les questions du numérique font leur empreinte, je dirais, sur l'école tout au long de l'année, auprès des étudiants, dans nos programmes de recherche. Et je terminerai par là. Nous développons des programmes de recherche qui sont de plus en plus nombreux dans le champ du numérique et de l'agriculture, au LARES notamment, mais aussi dans les autres laboratoires de recherche qui sont présents à l'ESA. C'est un enjeu pour nous important en termes de recherche, de développement. Et c'est aussi une manière de positionner nos équipes de recherche, les enseignants et les étudiants sur les enjeux de l'agriculture et des technologies de demain. Je n'oublie pas, et vous avez aussi dans le programme les agri-pitch qui sont organisés tout au long de la journée et qui mobilisent des startups que je remercie d'avoir répondu à notre appel à projet et à notre invitation. Il me reste à remercier une fois encore tous les collègues qui ont participé à la mise en œuvre de cette journée et particulièrement Nicolas Courtade qui est le grand organisateur de cet événement à qui beaucoup d'entre vous ont eu affaire. Et je passe sans plus tarder la parole à Caroline Mazot et Philippe Leguerne qui vont vous dire quelques mots d'un projet ANR qu'on développe au LARES, et vous en parlez, qui s'appelle LogPop et qui traite des questions d'appropriation du numérique par différentes catégories professionnelles, dont les agriculteurs. Et c'est sur ce sujet que travaille Caroline Mazot notamment. Merci Karine. Pardon. Oui, c'est mieux comme ça. Merci Karine. Alors, on va vous présenter effectivement une partie
des résultats, ou en tout cas des enseignements d'un programme de recherche qui est en cours. Donc les résultats ne sont pas encore aboutis puisque l'enquête est en cours, qui concerne effectivement les usages du numérique de différents groupes professionnels. Alors je vais laisser la parole à mon collègue Philippe Leguerne, avec lequel je travaille sur ce programme de recherche. Voilà, en 2 mots, moi, mon seul fait de gloire par rapport au monde agricole, c'est le fait d'élever en amateur des brebis, une race en voie de disparition, dans des zones naturelles protégées, dans un contexte hyper extensif. Mais néanmoins, comme il y a des passages de sangliers assez régulièrement qui défoncent les quelques clôtures dont on dispose, on réfléchit à des technologies qui permettraient d'identifier quand ils s'enfuient le point de fuite de ces animaux. Voilà. Ma spécialité, c'est la culture en réalité, mais enfin de la culture à l'agriculture. Et comme on va vous le montrer, il y a des éléments d'homologie ou d'analogie qui sont pertinents pour penser ces 2 univers. C'est pas pour me faire de la pub là, mais je viens justement de sortir un ouvrage qui s'intitule Où va la musique aux presses de l'École des Mines, et qui pose la question de savoir quel est le futur de la musique en régime numérique. Voilà. Donc si j'en parle, c'est parce que je pense qu'il y a énormément de points de comparaison en réalité entre des univers qui ont l'air comme ça dissemblables, mais qui sont impactés par le numérique. Donc comme l'a dit Caroline, ce qu'on va vous présenter très succinctement, hein, c'est un programme de recherche qui est financé par l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, sur la période 2015-2017, même mi-2018 en réalité, et qui est chapeauté, porté par Dominique Pasquier, qui est directrice de recherche au CNRS et à Télécom Paris-Tech. Donc c'est une ANR qui n'est pas exclusivement centrée sur la question agricole, qui s'intitule PopLog, c'est son anagramme, logique numérique en milieu populaire, et qui réunit principalement une petite équipe de sociologues. L'objectif étant d'analyser l'insertion du numérique dans la vie quotidienne d'individus issus de différents groupes professionnels. Alors, ces groupes professionnels ont été choisis car peu enquêtés sous l'angle de leurs usages du numérique, alors que la morphologie sociale de ces groupes se transforme et qu'ils ont pour caractéristique principale de vivre en dehors des grandes aires métropolitaines qui sont les plus fréquemment enquêtées quand on parle de numérique. Alors, les groupes professionnels sur lesquels l'ensemble de l'équipe, il y a 3 équipes, hein, une à Brest, une à Paris et une ici. Les groupes sur lesquels on travaille sont les employés de service à la personne, donc aide à domicile, aide-soignante, agents de service hospitalier, les assistantes maternelles et puis enfin les agriculteurs. Alors, dans ce programme, nous avons choisi de nous écarter des analyses en termes de manque et d'absence. Il ne s'agit pas de mesurer les pratiques numériques des individus enquêtés à l'aune des pratiques des cadres et autres gros utilisateurs d'outils numériques, mais plutôt de saisir comment le numérique s'insère au quotidien dans la vie de nos enquêtés. Ce qui veut dire méthodologiquement et théoriquement qu'on refuse une vision strictement descendante, innovation, adoption, pas plus qu'on adopte une approche normative qui identifierait des pionniers, des suiveurs et des réfractaires. C'est pas comme ça qu'on pose nos sujets. Il n'y a pas non plus de position prospective sur ce que pourraient engendrer ces technologies, mais plutôt un centrage sur les motifs et les usages effectifs d'outils numériques par des agriculteurs au quotidien. Alors, ces 3 groupes ont principalement été enquêtés via des entretiens et pensés autour de 4 grands axes structurants: la communication et les sociabilités, le savoir et la connaissance, la culture et les loisirs, les usages des technologies dans le contexte de l'activité professionnelle. Plus que des résultats de recherche aboutis, donc cette communication entend restituer quelques réflexions. Je pense que peut-être si on est invité dans un an, on pourra là vous donner des résultats beaucoup plus tangibles. Hein. Quelques réflexions tirées de l'enquête en cours portant sur des agriculteurs du Maine-et-Loire, puisqu'on s'est centré très essentiellement, très principalement sur le cas du Maine-et-Loire, même s'il y aura un petit peu de débord en direction de la Bretagne à partir de janvier. Alors, outre des entretiens informatifs avec des responsables de la profession, chambres d'agriculture, syndicats, ainsi que des acteurs de la formation et du conseil agricole, des entretiens ont été réalisés avec une population diversifiée d'agriculteurs, donc des éleveurs, vaches laitières, vaches allaitantes, éleveurs porcins, volailles, il y a même un éleveur d'ovins, je crois, céréaliers, semenciers, maraîchers, arboriculteurs, horticulteurs et viticulteurs. Donc vous voyez que ça représente, disons, à peu près extensivement l'ensemble des professions au sein de la filière. Donc cette communication propose d'interroger la spécificité du groupe des agriculteurs et des segments qui le composent. Elle observe aussi les porosités entre les sphères professionnelles et les sphères domestiques et questionne les logiques d'appropriation des technologies. Alors,
première remarque, c'est l'agriculteur à l'ère numérique, est-ce que c'est un professionnel singulier? C'est-à-dire, au fond, est-ce que c'est un cas à part qui le distingue complètement des autres professions, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut, par homologie, comme je le disais tout à l'heure, être comparé à d'autres types de professions? Et là, il y a un auteur, si vous voulez, qui est extrêmement pertinent du point de vue théorique pour penser ces questions, c'est Everett Hughes. Alors, il y a une citation, je ne sais pas si elle est reproduite, voilà, elle est reproduite, donc je ne vais pas vous la commenter, mais la question, c'est est-ce qu'il y a des points de convergence avec d'autres groupes professionnels? Alors, il se trouve qu'on a plusieurs cas d'école, plusieurs cas d'études qu'on connaît bien, dont un en particulier qui est la question des monteurs, sur lequel j'ai pas mal travaillé et publié. Alors, les monteurs ont pour particularité de se situer au carrefour des activités techniques et artistiques. C'est un métier qui a été très stable du point de vue de sa morphologie. C'était essentiellement des femmes pendant à peu près un siècle. Du point de vue des conditions de recrutement, c'était essentiellement le modèle du compagnonnage. Donc, enfin, je ne commande pas, hein, vous voyez ce à quoi ça renvoie, avec une très forte endogamie, un très fort entre-soi, et puis des effets de réseau qui étaient très très prononcés. C'était très stable aussi du point de vue de la transmission des savoirs, très stable du point de vue de la codification des règles explicites ou implicites d'exercice du métier, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pouvait faire et ce qui ne se faisait pas, ce que j'appelle une éthique professionnelle, et puis très stable aussi du point de vue de l'avancée dans la carrière, et tout ça pendant grosso modo un siècle. Puis ça, je l'ai vraiment observé de près, puisque j'allais tous les mois aux réunions à la FEMIS à Paris. Il y a eu une explosion complète de tous ces cadres du métier à une vitesse absolument accélérée. C'est-à-dire qu'en gros, en 2 ans, 3 ans, même pas, tous les cadres que je viens de décrire avaient complètement volé en éclats. Arrivée massive d'hommes dans le métier, déclassement des monteuses historiques, si vous voulez, qui étaient aussi souvent les moins aptes à épouser les changements technologiques. Et il y avait là-dedans des monteuses qui avaient obtenu des Césars, qui étaient des grandes figures du métier. Recrutement sur la base du diplôme et non plus sur la base, souvent des diplômes d'informatique, et non plus sur la base de l'appartenance à des réseaux. Mise à mal de l'éthique professionnelle en vigueur. Il y avait énormément de cas de montage à domicile avec toute une série de problèmes que ça pouvait soulever, ou le passage à des activités en 3-8 et une dérégulation complète sur le plan contractuel et sur le plan économique. Et puis donc, anonymisation des monteurs avec la fin des grands studios, de la politique des grands studios. C'est-à-dire, pour aller très vite, on les retrouvait disséminés sur tout l'espace, notamment parisien, dans des lieux qui étaient devenus des lieux totalement privés, loués pour exercer l'activité. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y avait plus d'effet d'interconnaissance, comme on en connaissait à l'époque des grands studios, où les monteurs, évidemment, se côtoyaient tous les uns les autres. Là, au fond, j'étais devenu la personne qui transmettait les informations dans le tout Paris pour ces monteurs. Même chose pour la photographie, je ne vais peut-être pas commenter, mais il y a un très bon ouvrage de Sylvain Maresca, qui est un collègue nantais, qui a été publié sur le sujet, qui montre là aussi comment le numérique a joué un rôle d'accélérateur considérable de changement à l'intérieur du groupe professionnel. Alors, au fond, la question, c'est est-ce que ce qu'on a pu observer pour un certain nombre de métiers est transférable et transposable au cas des agriculteurs sur lesquels on travaille maintenant? Alors, ça implique tout d'abord de définir ce qu'on entend par outils numériques, tant la palette des outils disponibles est étendue. On pourrait, pour proposer une typologie, mais c'est évidemment une typologie tout à fait discutable, et comme toute typologie, elle est un peu rigide, elle est un peu raide, mais on pourrait, pour proposer une typologie, distinguer peut-être les outils qui ont l'échange d'informations et de données pour vocation, et qui sont donc directement reliés au web et aux applications dédiées. Par exemple, pour accomplir des démarches administratives en ligne, pour consulter la météo et tout ce que vous voulez. Et puis peut-être les outils qui optimisent, étendent ou renouvellent les fonctionnalités des outils traditionnellement utilisés en contexte agricole. Le tracteur mais équipé d'un GPS, les drones, les robots de traite, les capteurs de chaleur, etc., etc. Alors, bien entendu, la porosité entre les deux polarités que je viens de décrire est tout à fait indiscutable. On le voit bien, je parlais par exemple des capteurs de chaleur ou du robot de traite qui permettent la collecte de données à grande échelle. Les données sont retransmises au concepteur de la technologie qui va traiter et monétiser ces big data et renverra à l'agriculteur des préconisations sur son téléphone mobile. Donc on voit qu'on a toute une chaîne qui conditionne la production de la valeur et qui conditionne aussi, enfin il y a différentes couches de traitement. On peut ajouter à cela que toute innovation technologique s'accompagne invariablement de discours qui mettent en jeu sur un mode critique ou au contraire positif et volontariste la notion même de progrès.
Cela est par exemple observable dans le cas de l'innovation technologique. Sur les cas sur lesquels j'avais travaillé la musique, c'était très très net. La hi-fi des années 70 déploie une rhétorique de la puissance sonore, tandis que dans les années 80, c'est plutôt avec l'arrivée du CD la mise en valeur d'arguments autour de la fidélité sonore, ce qui est tout à fait autre chose. Alors que le numérique va accentuer la question de l'écoute mobile, le fait de pouvoir se déplacer dans des espaces tout en transportant la musique avec soi. Et bien de la même manière, le numérique en agriculture a mis en avant l'importance de la prédiction et de l'aide à la décision. Alors je ne vais pas en parler ici, mais il se trouve que j'étais en Écosse, invité à l'Université d'Édimbourg pendant 5 mois là, récemment, et que ça m'a permis de faire un entretien très long avec le père, un des pères, de la fameuse brebis Dolly, et qui était lui en fait non pas un expert des ovins, mais un expert international de l'élevage porcin. Et donc voilà, j'ai fait un long enregistrement sur la question du numérique et de la transformation de la production à l'aide de ces outils. Et il me semble qu'il y a 3 grands discours qu'on peut observer qui viennent se greffer sur ces technologies dans le monde agricole, c'est le rendement, l'environnement et la réduction de la pénibilité. Alors, ce qui est intéressant à cet égard, c'est autant de voir comment se structure et se diffuse ce type de rhétorique que de voir comment elle révèle des lignes de fracture, de tension, d'opposition entre différents segments à l'intérieur d'un groupe professionnel. Et donc, je crois que ce qui est intéressant, c'est que identifier le degré d'adhésion ou de rejet d'une technologie ou les conditions différenciées de son appropriation peut constituer une autre manière de saisir l'unité ou la disparité d'un groupe professionnel et les éléments structurants d'une identité collective serrée ou au contraire relâchée autour de l'appropriation ou du rejet des technologies. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'au fond, c'est une excellente porte d'entrée pour comprendre comment cette chose qui est assez mouvante, qui est l'identité d'un groupe professionnel ou les identités d'un groupe professionnel, vont se transformer, se déformer ou au contraire se resserrer. Dans le cas des agriculteurs, il peut être intéressant de voir si des variables telles que l'ancrage syndical, l'appartenance générationnelle, le genre, homme, femme, le type de production, etc., sont corrélées au plus ou moins grand enthousiasme pour l'innovation numérique en général et pour telle ou telle technologie en particulier. Et donc, d'une certaine manière, c'est une sociologie de l'innovation qui doit être ici convoquée pour penser les facteurs d'adoption d'une technologie. Est-ce qu'on y adhère parce que cette technologie offre des commodités objectives, parce qu'on a le sentiment de ne pas avoir le choix? Par exemple, on estime qu'il y a une telle perte de productivité que ce n'est pas possible de faire autrement. Il y a une sorte de sentier de dépendance qui se met en place. Ou on peut avoir aussi le sentiment une sorte de sentiment de ringardisation ou une perte d'opportunité sur des marchés. Une autre raison, c'est parce que des standards s'imposent et rendent obsolète le matériel usuel. Donc du coup, il y a un tel déclassement des outils communs qu'on se sent obligé de passer à d'autres outils. On n'a carrément pas le choix. Ou éventuellement parce que de nouvelles normes réglementaires imposent de nouveaux équipements, ou parce que l'innovation est un élément valorisant par rapport à une forme de représentation idéale du professionnel accompli, ou parce que l'innovation offre un avantage en termes de compétitivité. Donc, vous voyez, il y a toutes ces raisons qu'on peut convoquer, sans doute d'autres, et qui vont conditionner la relation entre l'adoptant et les innovations. Caroline ? Merci. Donc, s'agissant de ces lignes de fracture auxquelles on peut réfléchir pour penser en fait les effets du numérique s'agissant du groupe des agriculteurs, un des choix méthodologiques et donc théorique qu'on a fait, c'est de prendre le groupe dans son ensemble sans chercher à interroger des spécialités. Donc, en se disant, avec cette hypothèse, que les lignes de fracture qui effectivement traversent ce groupe ne recoupent pas en fait celles des spécialités. Donc Philippe l'a dit, on a rencontré des agriculteurs avec des spécialités différentes. Ça ne veut pas dire qu'on a ignoré la réalité du travail de l'éleveur qui peut par exemple déléguer à un robot de traite sa traite quotidienne, d'un maraîcher qui peut gérer ses productions sous serre à distance grâce à des capteurs d'hydrométrie par exemple, ou encore d'un céréalier qui peut se tenir informé en temps réel de l'évolution des cours et finalement vendre au moment opportun sur le marché à terme. Donc ces entretiens en fait qu'on a réalisés avec les agriculteurs laissent finalement supposer que la manière d'appréhender le numérique est fortement liée à la représentation que ces individus se font de leur métier. C'est-à-dire que finalement, ce qui semble être déterminant au regard des quelques premiers entretiens qu'on a réalisés, c'est la façon dont ils vont se représenter le métier et dont ils vont pouvoir se saisir des objets numériques au service
de ce qu'ils considèrent comme étant le cœur de leur métier. Alors pour vous donner un exemple concret, rapidement, on a rencontré un céréalier, par exemple, qui avait testé l'efficacité de matériel numérique, donc, qui relève de l'agriculture de précision, avec du matériel des GPS et puis des innovations visant une modulation de la dose d'intrants. Donc il était très bien informé, donc dans le cadre d'un emploi, avant d'accéder enfin de s'installer sur son exploitation. Finalement, il nous dit dans cet entretien qu'il juge que ces innovations n'étaient pas forcément utiles pour son exploitation en tout cas, pas toujours efficaces et pas toujours rentables compte tenu effectivement des investissements que ça représentait. Donc c'était intéressant de voir que le refus d'adopter un certain nombre d'innovations n'était pas forcément dû à un manque de connaissances ou à un manque de compétences, mais qu'il était évalué compte tenu de la réalité particulière de l'exploitation agricole. Pour autant, et ce que je trouvais intéressant à travers ce cas, c'est que cet agriculteur n'en est pas pour autant un réfractaire des nouvelles technologies. Au contraire, c'est même un agriculteur qu'on pourrait considérer comme très connecté, puisqu'il est très investi sur Internet et en particulier sur des forums de discussion professionnels qu'il mobilise comme un espace réel d'échange et qui participe à définir ses choix en matière culturelle. Donc on voit en fait, et Philippe le disait en introduction, le fait d'essayer de réfléchir au plus près de la réalité des agriculteurs pour ne pas les classer dans des catégories de pionniers ou de réfractaires, mais d'essayer de réfléchir aux usages réels que ces individus peuvent faire de ces technologies et voir la variation des possibilités de mobiliser ça. Donc cet agriculteur, par exemple, refuse d'avoir des alertes sur son smartphone qui lui permettent d'avoir des informations sur le bon moment pour vendre, par exemple, ses céréales. Et lui nous dit qu'il préfère déléguer cet acte de vente à sa coopérative en justifiant à chacun son métier. Alors, je vais aller très vite puisque le temps passe sur le deuxième point, sur un autre enseignement qui nous semble être important à avancer à ce stade, compte tenu de nos enquêtes. C'est le fait qu'il nous semble être important pour penser la place du numérique chez les agriculteurs, c'est de réfléchir à cette question des porosités entre les sphères professionnelles et les sphères domestiques. Donc, l'objectif pour nous, au sein de ces entretiens, c'était de ne pas centrer uniquement sur les usages du numérique chez les agriculteurs dans leur sphère professionnelle, mais aussi de nous intéresser à des usages privés. On sait par exemple que l'achat d'un smartphone et le fait de télécharger des applications à des fins personnelles peut aiguiller la personne, la faire monter en compétence d'une certaine façon, et elle peut avoir des usages de ce smartphone, des pratiques de téléchargement d'applications à des fins professionnelles. Donc ce qui va nous intéresser, c'est aussi de voir ces glissements possibles qui existent entre l'équipement et les usages privés et les possibilités d'accéder à une appropriation plus professionnelle. De la même façon, on s'est rendu compte que certains agriculteurs, par exemple, pouvaient s'inscrire sur le marché de l'occasion via le site Le Bon Coin, à des usages privés, et finalement avoir le réflexe ensuite d'aller regarder sur des sites, des plateformes dédiées pour mettre en pratique ces nouvelles manières de consommer dans la sphère professionnelle. Et puis on s'est aussi intéressé aux contextes familiaux, c'est-à-dire pas simplement à l'agriculteur, mais à sa femme, son mari, ses enfants, qui jouent, on le sait, un rôle souvent déterminant pour comprendre les équipements et les manières de transformer l'exploitation agricole elle-même. Donc j'ai pas le temps de développer sur ce point, mais ça fait partie d'éléments importants. Je terminerai simplement en donnant la parole à Philippe sur le troisième et dernier point. Ça va être très rapide, c'est juste que pour indiquer qu'un cas particulier sur lequel je travaille maintenant, c'est le cas des robots de traite, qui a une antériorité aujourd'hui, une certaine historicité,
mais qui est intéressant parce qu'on voit dans le département des utilisateurs, j'en ai rencontré un certain nombre, qui sont déjà équipés de 2 ou 3 générations, qui se sont multi-équipés, et puis on voit aussi des formes de très grande résistance à l'adoption de ce type d'équipement. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est de faire un travail sociologique, mais cette fois-ci sous la forme d'un film, d'un documentaire. Donc on verra ce que ça donnera, et j'espère que d'ici un an, tout ça sera complètement fini, qu'on pourra vous le présenter. Voilà, merci beaucoup.